Bienvenue, chers talents, chers talents du numérique. On va parler donc de cette collaboration DSI métier. Ma première question est toute simple. Pourquoi il vous semble que c'est un sujet primordial aujourd'hui? Franceline Forter-Chapard, je voulais qu'on commence ensemble. Vous êtes sous-directrice des applications numériques à la DTNUM. Vous pilotez la transformation digitale du ministère de l'Intérieur. Alors, qu'est-ce qu'elle a d'important, cette relation DSI métier, Franceline? Alors c'est assez difficile de passer derrière Monsieur Villani, même si c'est un grand honneur donc de garder votre intérêt éveillé et de rentrer un peu plus dans l'opérationnel. On va essayer avec mes partenaires de faire ça et de vous intéresser. Pourquoi c'est important? C'est important tout simplement parce que quand on veut réussir un projet, il faut qu'il y ait une excellente collaboration entre le métier et la DSI. Et pas juste dans une relation maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, comme on peut le voir fréquemment. Il faut qu'il y ait une imbrication entre nous. Alors, imbrication, ça peut être une équipe intégrée, si on suit les méthodes un peu modernes de développement, mais c'est pas que ça. Là, par exemple, dans l'exemple qu'on va vous donner avec le préfet Clavière, on n'est pas du tout en équipe intégrée. Ça ne nous a pas empêché de délivrer un superbe système qui va ouvrir au service à l'automne, donc en moins d'un an, sur une politique publique d'importance pour le ministère. Donc, l'intérêt de cette collaboration partenariale, il est tout simplement pour la réussite des projets. Alors, effectivement, on va parler de cette relation avec vous, monsieur le préfet David Clavière. Donc, vous êtes le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, qu'on appelle plus rapidement le CNAPS, établissement public administratif de l'État, qui est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Vous avez, vous, la vision et l'expérience du pilotage de projets IT qui font intervenir deux DSI, donc une DSI du CNAPS et puis celle du ministère. Cette relation entre les métiers et les DSI au pluriel, comment vous la vivez? Alors d'abord, vous avez raison de me présenter comme ça. Je suis, au fond, la tonalité de mon propos ce matin, elle est double. Comme patron d'un organisme qui doit modifier son système d'information. Il doit le remplacer totalement. J'ai un système d'information totalement obsolète qui venait des préfectures. Alors, quand je parle de préfecture, on se dit, oh là là, tout ça est poussiéreux. Et ça l'est. Et d'un système d'information qui, si je ne fais rien, va tomber. Donc c'est urgent. Il faut que je modifie mon système d'information. Il faut que je le remplace totalement. Pour un organisme qui, jusque-là, avait soit essayé, était en échec, soit se disait, mais comment je vais faire? Eh bien, on s'y est mis parce que je vous ai dit, c'est la nécessité. Alors, j'interviens comme, appelons le maître d'ouvrage, le sponsor, et je pourrais redire tout à l'heure l'importance du sponsor, au fond du responsable au total, parce que si le système d'information ne fonctionne pas, au total, c'est moi le responsable, personne d'autre. Et puis comme le béotien parce que c'est la première fois que je suis la conduite d'un projet informatique. Alors, pour répondre à votre question, une évidence, évidemment qu'il faut embarquer le métier et les SIC. Les SIC sans le métier, c'est d'avoir une Rolls-Royce sans le contenu. D'avoir les métiers sans le SIC, c'est d'avoir quelque chose qui sera très beau sur le papier, mais sans considération de sécurité, d'hébergement, etc. Donc il faut les deux ensemble. Il faut qu'ils soient embarqués dès le début. Et ça crée, mais on le dira peut-être tout à l'heure, une tension entre les deux. D'où la nécessité de la gouvernance tout à l'heure. Ouais. Mais moi, je suis en plein dedans et je peux vous dire que je vois comment les deux doivent absolument se parler dès le début d'un projet et en continu, dans une méthode transparente et exigeante. On continue le tour de table. Benjamin Maillard, vous êtes directeur des projets et systèmes d'information chez Commutit, qui est une filiale d'Île-de-France Mobilité. Vous avez supervisé la création de plusieurs supports et produits Navigo. On peut citer Navigo Easy ou le forfait Navigo Liberté Plus. Ce sont des projets énormes où là, la DSI doit travailler, j'imagine, vraiment main dans la main avec les métiers. Alors, effectivement, on a la chance, j'ai envie de dire, pour travailler pour tous les franciliens.
cette chance, c'est de réussir à faire aussi des produits qui leur plaisent. Et donc, il est essentiel de réussir à traduire finalement un besoin qui est au départ tarifaire, j'ai envie de dire, en un produit qui soit utilisable par chacun de nous au quotidien et qui le soit de façon usuelle, facile et de plus en plus transparente. Alors, effectivement, on a eu la transformation ces dernières années avec l'arrêt des tickets magnétiques qu'on voit peu à peu se traduire avec l'arrivée des cartes Easy. Et puis, très récemment, l'extension du Navigo Liberté Plus qui a pris plusieurs centaines de milliers de nouveaux abonnés depuis le début de l'année. Et qui vient depuis une semaine d'arriver sur les applications mobiles. Et donc qui transforme ce quotidien. Donc la relation entre la DSI et le métier, elle est essentielle, puisqu'il faut vraiment traduire ce besoin en quelque chose qui soit facile pour l'utilisateur et concret. 600 000 abonnés, c'est ça, en un mois pour le Liberté Plus ? Oui, alors effectivement, sur ce genre de projet. Effectivement, le mois de janvier a été l'extension du Navigo Liberté Plus à toute l'Île-de-France. Et on a repris un peu plus de 300 000 abonnés en un mois. Donc c'est effectivement beaucoup. C'est vrai qu'après chez Île-de-France Mobilité et Commu-Titres, tous les ans on reprend 1,2 million de clients à travers des étudiants et des scolaires. Donc c'est aussi des opérations qui sont assez importantes pour nous. Philippe Chrétien, je vous ai présenté comme notre expert CLI. Je vais être un peu plus précise. Vous êtes le directeur de l'innovation chez CLI Group. Alors, quels sont, de votre point de vue, les enjeux de cette relation DSI-métier ? Alors, DSI, ce n'est pas un métier simple. On parlait d'expérience tout à l'heure, Emeline. Je commence à en avoir un petit peu. J'ai vu pas mal de cycles sur l'informatique. Il y a très longtemps, pour ceux qui s'en souviennent, on a eu l'objet, après on a eu UML. Alors UML, c'était quoi ? Tout était UML et UML était dans tout. Ça devait révolutionner le monde. Je vais aller un peu plus vite. On a eu l'arrivée, il y a une dizaine d'années, de tous les frameworks JavaScript. Alors, je parle de technologie, mais en fait, l'objectif, c'est que ça devait révolutionner, et ça l'a révolutionné, les interfaces utilisateurs. C'est un des sujets prégnants, c'est la réappropriation par les métiers de ces interfaces. À peu près au même moment, ou un tout petit peu avant, il y a eu l'explosion de l'agile. Alors d'ailleurs, un petit par rapport à ce qu'a dit Cédric Villani, l'agile, c'est quand même très très bien choisi en termes de buzz. Le terme, quand même, il marque, il est bien forgé, il est là. Et on vit encore sur l'agile. Peut-être un peu le post-agile dont parlait Laurent Barraud tout à l'heure et dont je pense que vous allez parler aussi bientôt. Donc on a ces vagues qui arrivent. Toujours la valeur métier dont vous avez parlé, l'expérience utilisateur et la maîtrise des technologies. Le cloud, la cybersécurité, l'IA en avenir. Et finalement, le métier de DSI, certes, il doit arriver à discuter avec le métier et il doit concilier des choses qui sont un peu antagonistes, à savoir exploiter les technologies pour le métier et préparer l'avenir. En innovation, on appelle ça, l'exploitation versus l'exploration. Arriver à concilier ces deux, c'est pas un métier évident. Alors Philippe Chrétien nous dit c'est un métier difficile, la DSI. Vous êtes d'accord avec ça ? Ça demande vraiment un effort pour une DSI d'aller vers les métiers ? Franceline ? Ah oui, assurément. Ouais. Alors moi, je viens des métiers. Donc c'est naturel pour vous. Je fais le petit chaînon parfois manquant entre la DSI, ce qu'on peut concevoir d'une DSI, et la direction métier. Mais oui, c'est un effort parce que il est demandé aux équipes, et j'en ai quelques-unes dans la salle, de comprendre le métier qu'ils sont en train de créer ou de transformer au profit d'une direction métier, mais de le comprendre assez profondément en réalité. Pas aussi bien que le métier, évidemment, mais tout de même assez profondément, y compris dans les règles métiers. Et en même temps, d'être bon là où ils sont censés être bons, c'est-à-dire ce que disait monsieur,
sur l'expertise technologique, les sujets d'hébergement, les sujets de cybersécurité, les sujets de protection des données, les sujets d'exploitation à venir. Nous, par exemple, on est tourné sur le cloud du ministère, qui est un cloud souverain, où on héberge ces systèmes d'information qui nécessitent une sécurité particulière. Eh bien, les intégrateurs exploitants qui étaient dans ma sous-direction et qui faisaient de la VMware à l'ancienne, aujourd'hui deviennent des ingénieurs SRE. Sauf que ce n'est pas le même métier, pas du tout. Les développeurs, pour certains, restent développeurs et pour d'autres font du DevOps. Donc ils ont une obligation de se moderniser en permanence, d'être à l'état de l'art, comme on dit. Je veux bien qu'on échange ensuite ce que vous pensez de à l'état de l'art, dans des positions permanentes de changement, y compris technologiques, et en même temps de comprendre le métier. Donc Cédric Villani, si nous rejoignez, dommage qu'on n'ait pas réussi à résoudre la quadrature du cercle, parce que moi, ça m'intéresse. On aura d'ailleurs 10 minutes de temps de questions-réponses avec vous, une fois qu'on aura posé quelques tensions. Alors, parmi les tensions, il y a ce sujet parce que la DSI est porteuse, je disais, de solutions technologiques, donc d'innovation, mais doit composer avec cette notion de risque et de prévention des risques. C'est une source de tension, j'imagine, assez permanente. Benjamin, je voulais vous demander comment est-ce que vous la gérez, cette tension entre justement les attentes des usagers qui sont, je pense, illimitées, et ce que fournit une DSI. Alors, c'est pas forcément très très simple, effectivement. Les risques, ils sont multiples. Les risques, il peut y être soit parce que notre système d'information il n'est pas disponible au moment où il doit l'être. Alors, pour nous, c'est particulièrement vrai sur les périodes du mois de septembre, typiquement sur la resouscription des forfaits qui sont scolaires, étudiants, où là, on n'a pas le droit de ne pas être là. C'est vrai aussi sur un autre axe qui est l'axe de la fraude, puisque on connaît tous, on va dire, les forfaits un petit peu standards, mais on a aussi pas mal d'offres autour de la solidarité transport, des jeunes en insertion, qui donnent droit en fait à une tarification réduite et sur lequel on a une lutte contre la fraude qui est assez permanente. Et donc pour nous, c'est de trouver le juste milieu. Ouais. Voilà. C'est la question de l'arbitrage. C'est un peu votre job, monsieur le préfet, non, l'arbitrage? C'est un peu le cas, peut-être pour qu'on comprenne bien. Donc, le CNAPS délivre des autorisations pour entrer dans le secteur de la sécurité privée à des personnes physiques, à des personnes morales. Donc, mon système d'information il est composé de deux choses. Un téléservice qui permet aux personnes physiques, personnes morales de déposer un dossier. Qui nécessite de la fluidité, de l'ergonomie, et puis un back-office, évidemment, pour l'instruction. Donc, l'attention dont on parlait tout à l'heure, elle est elle est à plusieurs titres pour moi. C'est d'abord, évidemment, le métier, lui, va d'avoir tendance à plaquer. D'abord, il y a une forme, au fond, d'inertie, déjà, parce qu'on parle beaucoup d'innovation, etc. Le métier va plutôt, moi c'est ce que j'observe, va plutôt avoir tendance à plaquer des procédures qui existent, en pensant évidemment aux clients, mais quand même à plaquer des choses. Donc, d'où la nécessité de faire réfléchir, et pas tout seul avec la DSI. Mais ça, il y a déjà innovation versus inertie. Il y a un deuxième risque, c'est dont on a parlé tout à l'heure, effectivement, dont on vient juste de dire, c'est qu'il y a des notions de sécurité, alors que le métier, lui, va vouloir que tout soit ouvert pour que ça soit facile pour le client, etc. Donc, vous voyez bien qu'à chaque fois, il faut arbitrer. Et il faut arbitrer plusieurs types de risques. Il faut arbitrer aussi ce que je disais, c'est-à-dire complexité du métier, volonté de plaquer un certain nombre de process. Vous savez, c'est comme la télécommande à plusieurs boutons. C'est-à-dire, on veut tous les boutons. Et en réalité, on s'aperçoit qu'en fait, on n'en utilise que 2 ou 3. Donc, mon job, moi, c'est d'abord de délivrer quelque chose. Et donc, c'est de concilier les deux. La DSI, qui doit traduire en langage simple pour le développement ce que veut le métier, et le métier qui en veut toujours plus. Donc, mon job, c'est ça. C'est comme sponsor, comme maître d'ouvrage, c'est de décider, au fond, plutôt que d'avoir la Ferrari où il y a toutes les options, c'est peut-être d'avoir l'Audi ou un peu moins, la R5, si vous voulez, mais où tout fonctionne. Et c'est ça mon métier. Et c'est ça qu'on doit résoudre dans les tensions que j'observe entre la DSI et le métier. Je voudrais ajouter une chose, c'est qu'il y a un effet taille quand même, parce qu'on a parlé, moi je ne parle pas de la DSI ministérielle, la grande puissante DSI ministérielle, moi je parle de mon petit service SIC avec le métier. Je veux dire, tous ces gens se parlent.
Et en fait, je fais des comités de direction avec les deux. Donc, ils savent très bien quels sont les enjeux de l'un et de l'autre. Donc, ça facilite quand même le travail. Et ça, cette notion de gouvernance aussi, intégrer les deux, pas seulement au moment du projet informatique, mais dans l'ensemble, j'allais dire, des enjeux communs, enfin quotidiens, est pour moi importante. Et je peux le faire parce que j'ai un établissement modeste. Alors, ça permet de rebondir, oui, si vous voulez, Philippe, mais je me dis que ça permet de rebondir sur cette autre tension entre la méthode agile, puisque vous avez prononcé le mot tout à l'heure, qui permet en fait de faire des itérations, et savoir conclure, finir, terminer un projet. Alors, j'ai un petit peu parlé de la méthode agile. Elle est apparue, je sais pas, il y a 15 ans, 20 ans. Donc c'est né d'un manifeste. Je trouve qu'elle a souvent été dévoyée. Elle a été utilisée en fait. Peut-être elle s'est résumée à des rituels et on en a oublié les objectifs même des projets. Aujourd'hui, ce qu'on voit réapparaître, ce que Laurent appelait le post-agile, finalement, c'est retrouver les objectifs, les réaffirmer. Alors des objectifs de délai, des objectifs d'engagement budgétaire, surtout en ce moment où on a un petit peu une pression budgétaire. C'est peut-être ça, cette post-agilité, en gardant tous les bénéfices de l'agilité. Et ce que vous venez de dire, monsieur le préfet, est intéressant, ça veut dire, pour nos clients, la nécessité d'avoir un interlocuteur qui sache faire des arbitrages technologiques et métiers. Ça, c'est fondamental pour pouvoir avancer et avancer vite si on veut garder cette vélocité qu'on va peut-être remplacer par une efficacité demain. Francine, parce que ça pose aussi la question de la DSI, maître d'ouvrage, maître d'œuvre. Voilà. Vous avez commencé à dire en introduction, finalement, on n'est pas obligé d'être le fournisseur de la technologie pour apporter de la valeur. Est-ce que vous pouvez nous préciser donc comment la DSI peut apporter une valeur sans forcément avoir la maîtrise d'ouvrage ? Oui, alors je vais vous embêter. Juste avant, je voudrais répondre à Philippe, et je suis tout à fait d'accord. Nous, dans la sous-direction, ou dans la direction d'ailleurs, on n'est pas des ayatollahs de la méthode agile. Toute méthode est bonne à prendre, et ça nous arrive encore, je vais l'avouer devant vous, à faire du cycle en V, dès lors qu'on a par exemple un enjeu réglementaire. S'il faut mettre en service à telle date et qu'il n'est pas question de déroger à cette date, eh ben une bonne méthode en cycle en V, ça fonctionne très bien. Ça nous arrive plus souvent de faire de l'hybride. On utilise effectivement les choses positives de l'agile, c'est-à-dire un état d'esprit qui fait qu'on a envie de délivrer de la valeur, où on se pose la question de qu'est-ce que ça apporte au métier, où on essaye de délivrer rapidement, mais surtout de qualité. Et en même temps, on utilise de l'écomitologie à l'ancienne parce que c'est important de pouvoir avoir des rituels qui soient un petit peu plus slow numérique. Voilà. C'est quelque chose qu'on a échangé hier avec notre directeur sur cette injonction de l'agilité, rapidité, sans se poser la question d'effectivement quand est-ce qu'on délivre réellement le projet et quand est-ce qu'on l'ouvre au service, ce qui est quand même ce qu'on nous demande dans une direction métier. Alors je crois que monsieur le préfet voulait réagir déjà avant d'enchaîner sur la suite. La méthode agile m'intéresse, parce qu'encore une fois, je prends ma casquette de béotien. Je dirais, je ne saurais pas faire autrement. Et je le dis d'autant plus que le CNAPS avait connu un échec avec une méthode classique, cycle en V. C'est-à-dire on se rendait compte, au bout du compte, qu'on n'avait pas bien défini les choses. Donc par définition, comme on n'a pas bien défini les choses au début, il n'y a aucune raison d'avoir le produit qu'on attend. Là, je ne vois pas comment on pourrait faire autrement qu'avoir un système d'itération, de test, de correction, pour avoir au final le produit que je souhaite. En revanche, ce qu'il faut, c'est donc de l'exigence pour les métiers. Moi, ça met en tension mon organisme. Je n'ai pas d'équipe dédiée et je n'ai pas d'équipe intégrée, comme l'a dit Francine. Donc ce sont les mêmes dont c'est le métier qui conduisent le projet. Alors c'est un gage d'être certain que le métier exprime bien ce qu'il faut, mais vous voyez. Et deuxièmement, c'est de la transparence. Et ça, c'est hyper important. La transparence entre le métier, la DSI interne, la DSI ministérielle, évidemment CLI et les équipes de développement. S'il n'y a pas de transparence, on est sûr d'aller à l'échec. Donc pour conclure là-dessus, je dirais méthode agile, oui, mais il faut savoir que c'est une méthode hyper exigeante, et notamment pour le maître d'ouvrage et pour le responsable que je suis. C'est-à-dire que moi, je suis pleinement impliqué dedans. Et je ne vois pas d'ailleurs comment cette méthode ou cette procédure pourrait réussir
sans quelqu'un qui n'est pas forcément le dirigeant, encore une fois, moi je suis le dirigeant d'un organisme modeste, mais sans le dirigeant qui fait les arbitrages nécessaires, je vous renvoie à tout le vocabulaire que vous connaissez par cœur, mais que moi j'ai appris, trading, trade out, etc. J'en suis un amateur fan, parce que c'est grâce à ça qu'on va arriver à délivrer quelque chose en faisant les arbitrages nécessaires. On n'a pas entendu Benjamin sur la question de l'agilité. Non, alors nous, on est passé à l'agilité depuis déjà 6 ans. L'organisation de ma direction, elle est un peu différente peut-être. Je ne parlerai pas de projet agile. Chez Comutitre, on a une usine agile. Et après, on a une relation avec le métier. L'objectif, c'est d'alimenter en continu l'usine. Donc, les projets, on en a multiples. On en gère quelques dizaines en parallèle. L'objectif, par contre, c'est de bien définir le time to market. Et là où l'agilité, elle va, c'est bien définir le MVP. C'est quoi le produit minimum qu'on veut avoir, qui soit viable et qu'on veut donner cette valeur. L'objectif, il y a un peu 2 équipes. On a une équipe usine, on va dire, avec des product owners qui vont animer, qui vont rédiger un certain nombre de choses, des équipes de test. Et puis, à côté de ça, on a des chefs de projet qui vont, eux, animer avec les métiers, comprendre le besoin des différents métiers, les traduire pour les product owners et les traduire au sein de l'entreprise, aussi bien la direction, le juridique, la comptabilité, tout ce qui va derrière. Donc, pour nous, l'objectif, c'est d'avoir une charge qui soit à peu près constante sur cette usine et que cette usine, elle délivre en continu et qu'elle délivre des projets constants et qu'elle délivre de la valeur pour le client. Donc, aujourd'hui, on arrive à apporter on va dire la valeur client à peu près toutes les 6 semaines. Donc toutes les 6 semaines, on met en production une nouvelle version, aussi bien pour les agences RATP, SNCF et autres, mais aussi pour tous les services en ligne et donc pour le quotidien des franciliens. Et ce qui est compliqué, c'est d'animer le métier pour avoir suffisamment de valeur et avoir le maximum de valeur dans ce qu'on met dans notre usine. Et vous êtes à la fois MOA, MOE alors, si j'ai bien compris. Oui, dans le sens où on fait cette animation et donc on travaille énormément avec le service client. Le service client, il gère les 6 millions de clients, donc il a beaucoup de monde en face. Donc il est très souvent très occupé par le run. Et donc on fait cette relation directe. Pour le service client, peut-être ça peut être aussi avec les agences RATP, SNCF ou avec Île-de-France Mobilité, donc la tarification et ainsi de suite. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'apporter le maximum de valeur aux clients. Alors bon, donc on y vient à cette question de la valeur. Comment vous pouvez nous expliquer la manière dont les DSI peuvent apporter de la valeur autrement qu'en étant maître d'ouvrage ? Maîtrise d'œuvre. Maître d'œuvre, pardon. Pas de souci. Là, typiquement, sur l'exemple de collaboration CNAPS détenu ministère de l'Intérieur, je n'assure pas la maîtrise d'œuvre du CNAPS. Oui. De ce projet Drakkar Ultimate. La DSI du CNAPS, qui a peu de personnes, mais qui est quand même la maîtrise d'œuvre, assure le pilotage en direct des développeurs de CLI. Et nous, ce qu'on vient apporter, c'est tout l'aspect conseil technologique, la construction du système en amont, l'architecture, puisque ce qu'on a proposé au préfet et qu'il a accepté, c'est qu'on assure ce qu'on a appelé, alors copyright d'Etenum, le bed and breakfast. Donc c'est nous qui allons assurer la partie DevOps déploiement post-mise en service. Et ça, ce sont des nouvelles offres qu'on propose. Donc on se positionne au sein de la Detenum, non pas toujours comme un faiseur d'applicatifs, pas toujours comme une usine logicielle. On le fait pour les systèmes extrêmement structurants du ministère, par exemple le système d'information des élections, sur lequel CLI nous accompagne aussi. Là, bien sûr, on est maîtrise d'œuvre avec une maîtrise d'ouvrage plus classique, mais on se positionne aussi sur de la création de valeur, sur des expertises extrêmement particulières et plutôt nouvelles, sur lesquelles la direction métier n'aurait qu'un seul choix, soit de prendre un prestataire. Alors peut-être qu'ici, c'est pas bien de le dire, mais il y a des choses que je préfère quand même internaliser. En l'occurrence, je préfère internaliser ces sujets-là. Ou sur des expertises tout à fait critiques, sur des sujets d'hébergement, sur des sujets de données personnelles, d'analyse sécuritaire de la donnée, etc. Voilà, qu'on propose en offre de service. Très bien. Ça permet d'arriver, parce que si on crée de la valeur, c'est-à-dire qu'on peut mesurer cette valeur. L'informatique, ça reste quand même un coût très élevé. La DSI a un coût. Comment est-ce qu'on peut travailler sur ce sujet du ROI, du retour sur investissement, finalement ? Qui veut en parler ?
Après, il y a des ROI qui peuvent se faire facilement. Nous, il reste généralement aussi un certain nombre de projets de digitalisation. Typiquement sur tout ce qui est... on avait encore de la souscription papier, par exemple, pour des cas assez spécifiques qui nécessitent après pas mal de post-traitement, de vérification et autres. Il y a aussi tout ce qui est lutte contre la fraude. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a effectivement 2 personnes qui sont fait condamner, je crois que c'était à Noël, qui avaient fait un peu plus de 30 000 faux dossiers pour des forfaits Navigo aidés, donc ce qui représentait quelques millions d'euros au passage. Donc finalement, parfois le ROI, il peut être aussi vite gagné. Ça, c'est un argument convaincant. Oui, Philippe ? Alors, le ROI, c'est pas une question simple. Nous, on a à Cliff, je vois une diversité de métiers. Dans le privé, on peut arriver à des objectifs économiques. Ça paraît évident. Dans la fonction publique, ça peut être des vitesses de traitement de dossiers, ça peut être des durées aussi de dossiers. Ce qui est important dedans, c'est de se poser dès le début du projet la question de comment est-ce qu'on mesure cette valeur, quels sont les indicateurs pertinents. Moi, je n'ai pas de réponse là-dedans, je n'ai pas une silver bullet, mais ce que je dois dire, c'est qu'il faut s'intéresser au métier pour discerner ces indicateurs. Donc là, on prend une casquette de conseil et on peut créer ces indicateurs dès le début du projet. En parlant avec les métiers, on va les identifier. Bon, alors, je vois que le temps file très vite. Je voulais vous parler des défis de demain pour la DSI. J'en avais listé beaucoup, mais on va essayer de se recentrer. Peut-être la question de la gouvernance. Parce que quand on parle de cette collaboration DSI-métier, ça peut redessiner la gouvernance, j'imagine. De votre point de vue, je si crois je peux vous appeler David maintenant. Oui, bien sûr, vous auriez même pu avant. Je l'ai indiqué tout à l'heure, on a décrit, je pense, suffisamment, au fond, la place respective de la DSI et des métiers. Dans un objectif commun, évidemment, mais chacun a sa place. Et au fond, le fait qu'il y ait presque une confrontation entre les deux est une bonne chose. Les métiers, encore une fois, je l'ai dit, partent d'une forme d'inertie, ont plutôt tendance à calquer des process qu'ils connaissent. La DSI a des solutions avec l'éditeur, a des préoccupations qui sont des préoccupations de sécurité, d'hébergement, etc. Donc il y a forcément une confrontation entre les deux. La gouvernance, elle passe, je le redis, par un arbitre, par quelque chose qui arbitre, en fonction de 2 choses pour moi, je le dis très clairement, les délais et les coûts. Je dois délivrer, à la fin de l'année, un nouveau système d'information. Et je dois le faire dans un budget qui a été déterminé, et dont je ne bougerai pas, je le dis au passage. Aux équipes. Donc forcément, chacun est rythmé par ça, et a la volonté d'aboutir dans cette configuration-là et dans ce format-là. Et bien pour ça, je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette méthode exigeante, y compris pour le responsable que je suis, d'arbitrer chaque semaine, j'arbitre des choses très techniques. Et comme ça, on va vite. On ne se pose pas 50 000 questions, on ne revient pas sur des choses qui ont été arbitrées. Et on arrive à un produit qui ne sera peut-être pas le produit final, qui ne sera peut-être pas celui totalement rêvé, soit par la DSI, soit par les métiers, mais au moins qui permettra, en tout cas dans mon cas, d'avoir un système qui fonctionne, fiable, qui est sécurisé et qui permet quand même, là pour le coup on parlait de valeur, une valeur quand même beaucoup plus importante pour le client final, qui est le citoyen, l'usager, dont je suis en tant que responsable public, responsable de lui délivrer la meilleure méthode possible. Bon, alors on va peut-être conclure sur le facteur humain, parce que quand on parle de DSI métier, on a l'impression de parler d'objets abstraits, mais en fait tout ça, ce sont des équipes qui doivent travailler ensemble. Comment on fait pour que ce facteur humain soit vraiment un facteur de succès des projets IT ? Franceline. Bon, alors là, c'est l'alignement des planètes. Il faut que... On revient sur la notion de sponsor ou de tête du projet. Nous n'aurions pas fait le projet avec le CNAPS s'il n'y avait pas eu ce sponsorship extrêmement puissant et présent.
Et pressant aussi. Pressant, oui. Aussi. Dans le budget considéré qui, il me semble, est respecté. Il y a des directions métiers pour l'instant où, avec mes équipes, on hésite à s'engager. C'est aussi un choix de la DSI de dire à une direction métier, vous n'êtes pas prêt à monter un tel projet qui a une exigence extrêmement importante. C'est aussi notre devoir d'être courageux. On parlait de courage avec Cédric Villani, courage des politiques, mais c'est aussi le courage d'une direction métier ou c'est le courage d'une DSI de dire vous ne réunissez pas toutes les conditions et notamment souvent d'équipes humaines à mettre sur le projet pour pouvoir réaliser ce projet avec succès sans qu'on tombe dans des divergences MOA-MOE où la MOE va se plaindre d'une MOA qui n'arrive pas à exprimer son besoin, à l'écrire, et d'une maîtrise d'ouvrage qui va dire la MOE comprend jamais rien, me délivre en retard, ça coûte cher, c'est moche et ça marche pas. Voilà. Si on n'a pas cet alignement-là, ça ne fonctionne pas. Et il faut qu'on ait aussi, nous, le courage de dire eh bien, on ne prend pas ce projet, on ne le fait pas. Philippe, difficile tâche de nous résumer quand même quels sont les points clés qui vont faire que la DSI et les métiers vont vraiment travailler dans la main. Un petit résumé de ce qui vous semble important à mémoriser là, pour la salle. Alors, on voit qu'on a des défis devant nous. Tout à l'heure, on a parlé d'IA. Vous avez beaucoup parlé, monsieur le préfet, de la sécurité. C'est un vrai défi, notamment pour tous les systèmes d'information qui sont en place actuellement, ce qu'on appelle le legacy. Il y a une obligation à se maintenir à jour régulièrement, sinon vous avez un gruyère en face. En même temps, on doit arriver à délivrer les projets. C'était la discussion présente, en créant de la valeur, en articulant ça avec les différents personnes qui sont sur le projet, donc c'est le facteur humain. Et puis il faut envisager l'avenir. L'avenir, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'IA qui va à la fois impacter les utilisateurs finaux, mais aussi, et là c'est quelque chose d'assez nouveau, la façon dont on fabrique même le logiciel. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes. Ce qu'on voit, c'est que ça va bien bouger dans les prochains mois. Alors, on passe aux questions dans la salle. Oui, j'en vois une déjà. Vous n'avez pas évoqué le Citizen Dev, donc le métier qui devient développeur. C'est quoi pour vous? C'est du nouveau Shadow IT? C'est une expérience qu'il faut encourager? C'est quelque chose qu'il faut contrôler, gouverner? À vous. Oui, Alors, Philippe? Je peux en parler. Quand il y a une question comme ça, je sens derrière une conviction. Donc Citizen Dev, pour rappel, c'est un terme qui a été forgé par le Gartner, qui évoquait le fait que chacun, toute personne pouvait devenir un développeur finalement. Le citoyen pouvait devenir développeur. Ça a été pas mal utilisé comme argument marketing. La réalité, elle est un peu plus dure. Ce qu'on observe, c'est que c'est pas évident de prendre une personne lambda et d'en faire un développeur. C'est pas mal quand même quand il y a quelqu'un qui connaît, qui s'intéresse au métier, aux tenants, aux aboutissants. On parlait de sécurité par exemple, et derrière la sensibilité de données, des choses comme ça. Citizen Developer, dans des projets complexes et stratégiques tels qu'on les évoque, pas forcément. Alors, sur des fonctions locales, oui. Pour faire un rapport, des choses comme ça, oui. Pour construire un système, un peu moins. D'ailleurs, je me disais, on parle de la DSI qui doit faire l'effort d'aller vers les métiers. Les métiers aussi, j'imagine, doivent faire l'effort d'aller vers la DSI. Alors, oui, ne serait-ce que pour comprendre le vocabulaire parfois étonnant qu'on utilise dans nos équipes. Je rebondis. Alors moi, j'y crois pas du tout. Alors au Citizen Dev. Ouais. Ah tant mieux, on bon. est deux alors. Peut-être pour faire le portail web de création de contenu, ok. Pour faire 2-3 trucs comme ça en passant. Je vais vous citer un exemple très concret, Betagouv. Comme ça, c'est un exemple secteur public, ça parlera à tout le monde. Betagouv, ça a été une idée de nos gouvernants, peut-être moins scientifiques que ce qu'ils devraient. Qui disait mais moi je vais embaucher des entrepreneurs ou des intrapreneurs du numérique et puis vous allez voir l'administration, ce que vous allez voir, on va sortir des téléprocédures en moins de 3 semaines. Bon, aujourd'hui sur les 150 projets portés par Betagouv, il y en a un qui a un DUS, un qui est passé à l'échelle. Voilà. Démarche simplifiée, c'était pas des intrapreneurs, mais oui, démarche simplifiée est passée à l'échelle, mais on n'est pas vraiment sur de l'intrapreneur. Donc voilà, ce qui c'était d'ailleurs très bien résumé par le directeur général, c'est l'iceberg.
Le plus dur, c'est pas la phase du dessus, hein, même si c'est hyper important que les métiers se plantent pas dans ce qui a de la valeur chez eux. C'est l'iceberg du dessous, c'est dessous qui peut cramer votre coque de bateau quand vous passez. Donc, et ça, c'est pas le développeur citoyen qui va le faire. L'ingénierie invisible, disait Laurent. Une autre question ? Bonjour. Dans les organisations, et qu'elles soient privées ou publiques, enfin qu'importe, il y a toujours un élément qu'on met un petit peu de côté et qu'on n'évoque pas. On parle du métier, on parle de la DSI, mais on ne parle pas toujours du client ou du citoyen. Donc j'avais juste une petite question, c'est de savoir comment vous l'intégrez dans vos projets, ou comment vous l'intégrez sur la phase projet, mais aussi comment vous l'intégrez sur la suite et l'organisation que vous avez pu mettre en place pour avoir des remontées terrain, des remontées du citoyen en l'occurrence, pour adapter, corriger les différents services que vous mettez en œuvre. Merci. Peut-être Monsieur le Préfet, puis Benjamin aussi. Oui, merci de cette question, parce que je ne l'ai peut-être pas assez développée. Je vous ai dit, dans le système d'information que nous avons une partie web qui permet à toute personne physique ou personne morale, de déposer un dossier pour devenir soit agent de sécurité privée, soit société autorisée. Ça a été un de mes moteurs aussi. Je vous ai dit tout à l'heure que le système que j'avais aujourd'hui était obsolète. Non seulement il est obsolète, c'est-à-dire au sens il n'est pas sécurisé, il n'est pas forcément fiable, mais surtout il n'est pas très ergonomique pour le client final. Et vous avez raison, ça a été une de mes motivations principales, au-delà même de l'obsolescence technique. Au fond, l'obsolescence technique, je vais peut-être en choquer quelques-uns, j'aurais pu vivre avec. Et d'ailleurs, je vous fais une confidence, j'ai vécu avec pendant les JO. Alors même que si j'avais écouté tant de personnes qui me disaient il faut absolument faire avant, etc., non seulement je ne serais pas arrivé à avoir un nouveau système d'information, mais c'est là où je risquais le crash. Bon, mais ça c'est une parenthèse. Donc ça a été très présent. Et la méthode, elle est assez simple. Au fond, c'est les ateliers de définition des besoins fonctionnels. À ce moment-là, nous avons intégré des organismes de formation, des entreprises de sécurité privée, des individus pour savoir ce qu'ils souhaitaient voir améliorer dans la prise en compte de leur dépôt de dossier. Donc j'allais dire, ce sont des méthodes éprouvées, plutôt simples. Simplement, la vigilance, c'est de le faire dès le début, en effet. Parce que quand une fois que vous êtes, je reviens à la méthode agile, une fois que vous êtes lancé, c'est difficile de revenir en arrière, même dans la méthode agile. Moi, au départ, je pensais méthode agile égale souplesse. Oui, au sens où on teste, on peut y revenir, etc. Enfin, on ne revient jamais en arrière tout à fait, sinon à des coûts prohibitifs. Donc en réalité, le train va vite, et donc il faut le faire dès le début. Et il faut avoir l'ensemble des parties prenantes. C'est d'ailleurs un des rôles, à mon avis, de la DSI, dont on n'a peut-être pas parlé, avec le métier, bien sûr, mais c'est d'être certain que l'ensemble des parties prenantes sont bien intégrées dès le départ du projet. Et ça, on l'a fait dès le départ. On est même allé au-delà, puisque au moment où nous sommes encore en plein développement, nous avons présenté hier les développements que nous avons faits pour les organismes de formation, pour les déclarations de session de formation, par exemple, ou pour les personnes morales qui vont rattacher un certain nombre de salariés à leur compte personnel. Nous leur avons montré ce que ça donnait. Et nous avons des retours, alors heureusement qu'ils ne remettent pas tout en cause, avec des petites corrections, mais qu'on va pouvoir intégrer. Ça, je crois que, pour résumer, les avoir dès le début et tout au long du process, à des étapes évidemment crucial, c'est extrêmement important. Je ne dis rien de très original, mais en tout cas, je vous délivre une expérience que j'ai pu faire et qui montre qu'en effet, quand on a un logiciel, un service qui est tourné vers le client, par définition, il faut évidemment l'intégrer dès le départ. Quelque chose à ajouter, Benjamin, ou vous voulez qu'on prenne une autre question ? Oui. De façon peut-être concrète, effectivement, en tout cas chez Île-de-France Mobilité et Commu-Titre, on essaye de le faire suivant plusieurs axes. Il y a un premier axe qui est finalement, c'est quoi le produit du futur ? Qu'est-ce que les clients ils attendent effectivement de Commu-Titre et qu'est-ce qu'ils attendent de façon générale du forfait Navigo. Et ça, de façon périodique, Île-de-France Mobilité va mener, d'un point de vue du métier, interroger l'ensemble des différents clients sur les peines et donc faire un certain nombre de forums pour définir ce que serait le produit du futur. Ça, c'est une vision, on va dire, moyen terme. Après, on a des visions un peu plus court terme où on fait tester à l'utilisateur l'ensemble de nos sites
Et donc, on choisit un certain nombre de clients. Donc, généralement, une fois tous les 6 mois, on prend 300 ou 400 clients et on les fait faire répéter en fait les différents parcours et eux nous font leur retour et on rentre dans un cycle d'amélioration continue. Ça, on est sur un petit peu plus, on est sur du court terme, mais pas très, encore un petit peu moyen terme. Et puis après, on a le service client. Le service client, on a deux axes. On a les réseaux sociaux, où là, on fait des veilles quotidiennes, où on épluche tous les commentaires qui tombent sur Twitter, sur Facebook et autres, sur lesquels on va faire cette veille pour détecter qu'est-ce qui pourrait ne pas aller dans les différents parcours. L'autre élément, c'est directement, c'est le canal téléphonique, où on va avoir, et on a développé pas mal de choses avec nos centres de relations clients, avec l'IA, détecter toutes les peines que vont avoir les différents clients pour avoir des résumés qui arrivent et injecter ça dans nos usines effectivement d'amélioration continue. Donc on essaye d'avoir une vision, on va dire, court terme, un peu plus moyen terme, et des choses sur lesquelles on se dit qu'on peut agir peut-être dans la prochaine version. Bon, il va y avoir un moment de networking si vous avez d'autres questions, parce que là, je crois qu'il faut qu'on enchaîne sur la suite. Merci beaucoup pour vos éclairages. Evelyne.